Mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu n'habites plus là. Sorcière. J'ai 38 ans. J'ai été marié à Sarah, on va l'appeler comme ça, pendant à peu près 9 ans. De l'extérieur, on avait sûrement l'air bien. Peut-être même heureux. Belle maison, boulot correct, le tableau parfait, quoi. Mais derrière les portes closes, c'était une toute autre histoire. Pendant les 3, peut-être 4 dernières années, notre mariage se mourait, lentement. Sarah critiquait de plus en plus tout ce que je faisais. Et je dis bien astérisque tout astérisque. Ma façon de remplir le lave-vaisselle n'allait pas. Ma cuisine? Trop de sel, ou pas assez. Je respirais trop fort quand je dormais. Je me garais mal dans astérisque notre astérisque allait. Je pliais mal le linge. Chaque jour, une nouvelle critique, une nouvelle façon de prouver que je n'étais pas à la hauteur. Le truc, c'est que c'est astérisque moi astérisque qui payait tout. Le crédit de la maison, les factures, les 2 voitures, les courses, l'assurance, tout. Sarah avait un boulot à plein temps comme consultante freelance, ou dans le marketing, un truc comme ça. Mais elle n'a jamais versé un centime pour la maison. Elle dépensait son argent dans des sacs de créateurs, des fringues hors de prix, des week-ends entre copines, pendant que je réglais toutes les factures. Et, d'une façon ou d'une autre, le problème, c'était astérisque moi astérisque. Je préparais le dîner après le boulot, et elle faisait défiler Instagram en mangeant, puis me disait que le poulet était trop cuit. Je nettoyais toute la maison le samedi, et elle la parcourait en pointant du doigt ce que j'avais oublié. Je lui ai acheté un MacBook pour le boulot, ça m'a coûté presque 2000 balles, et elle s'est plainte qu'il n'était pas de la bonne couleur. C'était épuisant d'essayer d'être à la hauteur pour quelqu'un qui ne penserait jamais que je l'étais. Mais j'ai continué d'essayer. Parce que c'est ça, le mariage, non? On travaille dessus. On se donne une autre chance. On se dit que demain, ça ira mieux. Sauf que ce demain n'est jamais venu. Les critiques ont continué. Les bouderies ont duré plus longtemps. Les disputes ont empiré. Je me suis excusé pour des trucs que je n'avais même pas fait, juste pour qu'elle la ferme. Bref, mon pote Mike organise un barbecue tous les étés. Un super type. Je le connais depuis la fac. Joli court, un barbecue qui a dû coûter plus cher que ma première bagnole. Ce samedi-là, il faisait un temps magnifique. Soleil chaud, ciel dégagé, boissons fraîches, des burgers et des hot dogs sur le grill. J'étais debout près de la clôture avec une bière, à parler foot avec des gars, à me plaindre du boulot, vous voyez, des trucs de mec. Pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois, je me sentais détendu. Je ne pensais pas à l'humeur de Sarah quand je rentrerais à la maison. Je ne m'inquiétais pas de faire une connerie. J'étais juste relax, à savourer une bière. C'est là que j'ai vu sa voiture arriver. Sarah est sortie en portant cette robe d'été qui a probablement coûté plus cher que ma mensualité de voiture, des lunettes de soleil qui valaient plus que mes courses de la semaine. Mais c'était son visage qui disait tout. Elle avait ce astérisque regard. Celui que je connaissais si bien. La tête à « je vais faire un scandale ». Je l'ai regardé traverser la cour, en passant devant les enfants avec leur jus de fruits, devant les autres couples, droit sur moi. J'ai pensé qu'elle avait peut-être besoin des clés de la voiture, ou qu'elle voulait une boisson, un truc normal. Au lieu de ça, elle s'est plantée juste devant moi, et avant même que je puisse dire bonjour, elle a commencé à gueuler, « Arrête de croire que tu es mon maître. » Fort. Je jure que des gens à 3 maisons de là l'ont entendu. Toute la cour s'est tue. Mike s'est figé avec sa spatule au-dessus du grill. Son golden retriever, Bailey, a arrêté d'aboyer et s'est contenté de fixer. Toutes les conversations se sont arrêtées. Les gens se sont retournés pour regarder. Quelqu'un a baissé la musique. Je suis resté là, planté avec ma bière, déconcerté. Sarah, je suis juste debout là. Je ne t'ai même pas parlé aujourd'hui. Mais elle n'écoutait pas. Elle m'a pointé du doigt comme si j'étais en procès. Tu n'as pas à me dire où je dois aller, ni avec qui je dois être. J'en ai marre que tu me contrôles. J'ai vu des gens sortir leur téléphone. La femme de Mike, Kelly, avait la main sur la bouche, l'air choqué. Les gars avec qui je parlais se sont soudainement passionnés pour leurs chaussures. Et Sarah a continué, de plus en plus fort et de plus en plus théâtral. On n'est même pas vraiment mariés. C'est juste un putain de papier.
Tout ça n'a aucun sens. Je ne t'appartiens pas. C'est là que quelque chose a juste fait tilt en moi. Pas de la colère, pas d'explosion, mais de la clarté. J'avais passé presque 10 ans à marcher sur des œufs avec cette femme. Des années à m'excuser de mal respirer, d'exister. Des années à essayer d'être à la hauteur alors que rien ne le serait jamais. Et la voilà, en train de m'humilier devant tout le monde, en disant que notre mariage n'avait aucun sens, sans raison. Alors, j'ai pris une décision. Là, tout de suite. J'ai souri, j'ai pris une lente gorgée de ma bière, et j'ai dit, aussi calmement que possible, tu as tout à fait raison, Sarah. Nous ne sommes pas mariés. Le silence qui a suivi était quelque chose d'autre. On pouvait entendre le vent dans les arbres. On pouvait entendre les glaçons teintés. La bouche de Sarah s'est littéralement ouverte. Sa mâchoire est tombée si bas que j'ai presque entendu un clac. Elle s'attendait à ce que je me dispute, à ce que je me défende, à ce que je la supplie de se calmer, à ce que je m'excuse pour quoi que ce soit. Au lieu de ça, j'étais d'accord avec elle. J'ai levé un peu ma bière, comme un toast, et j'ai ajouté, à la liberté, puis j'ai pris une autre gorgée. Pendant peut-être 10 bonnes secondes, personne n'a bougé. Tout le monde était figé, comme si quelqu'un avait mis la scène sur pause. Puis, l'expression de Sarah est passée de la stupéfaction à la confusion, puis à la rage la plus noire. Ses joues ont rougeoyé et elle a serré les poings. Elle a balbutié des trucs sur le fait que j'étais dingue et impossible, a fait volte-face et est partie en trombe vers sa voiture. Elle est montée dedans, a claqué la portière avec une telle force que ça a résonné, et a démarré en trombe de l'allée de Mike, laissant des traces de pneus sur la chaussée. Je suis resté. J'ai fini mon burger, j'ai pris une autre bière et j'ai discuté avec Mike et quelques autres gars. Tout le monde n'arrêtait pas de me demander si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose, si j'avais envie de parler. Je leur ai dit que j'allais bien. Mieux que bien, même. Plusieurs personnes m'ont tapoté l'épaule ou m'ont jeté ces regards entendus, comme s'ils savaient exactement ce que je venais de faire. Quand je suis finalement parti quelques heures plus tard, Mike m'a accompagné jusqu'à mon pick-up. « T'es sûr que ça va, mec ?» a-t-il demandé doucement. Mieux que jamais, je lui ai répondu. Et je le pensais. Ce soir-là, mon téléphone a explosé de textos de Sarah. Je parle de 30, peut-être 40 messages en 3 heures, tous en majuscules, toutes des variantes de « Comment oses-tu m'humilier comme ça ? Et tu te crois drôle, et il faut qu'on parle tout de suite. » J'ai lu les premiers, puis j'ai simplement mis mon téléphone en silencieux et je suis allé me coucher. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis des mois, peut-être des années. Le lendemain matin, Sarah a envoyé un texto disant qu'elle allait chez sa sœur pour le week-end pour se vider la tête et faire le point. J'ai répondu par un simple bokeh et rien d'autre. Elle s'attendait probablement à ce que je la supplie de ne pas partir, ou que je m'excuse, ou que je promette qu'on allait arranger les choses. Au lieu de ça, j'y ai vu une chance. Ce week-end m'a donné le temps de réfléchir clairement pour la première fois depuis des années. Et plus important encore, le temps de faire réellement quelque chose. Lundi matin, à 8h pile, une camionnette blanche s'est arrêtée devant chez moi. Miller S. Lock & Key était peint sur le côté en grosses lettres rouges. Le chauffeur, un type numérique, la cinquantaine passée probablement, est sorti. Il avait une barbe et une chemise à carreaux qui avaient connu des jours meilleurs. Il avait l'air d'un mec qui en avait vu des vertes et des pas mûres en matière de drames conjugaux dans son boulot. Il s'est approché et m'a fait un signe de tête. « Salut. C'est vous qui avez appelé pour un changement de serrure ? » « C'est moi, ai-je dit, en me rangeant pour le laisser entrer. J'avais déjà fait 2 cafés, alors je lui en ai tendu un. Il l'a pris, a jeté un coup d'œil autour de la maison et a dit, « Problème de femme. » « Problème d'ex-femme, ai-je rectifié. » Rick a souri et a pris une gorgée. Malin. Vous seriez surpris du nombre de types qui attendent qu'il soit beaucoup trop tard. La plupart des types m'appellent en panique, en chuchotant pour que leur femme n'entende pas. Il a commencé à sortir des outils de son sac. Une fois, j'ai eu un gars qui m'a appelé de sa voiture dans l'allée. Sa femme était à l'intérieur et faisait des muffins. Après avoir découvert qu'elle l'avait trompé, il voulait qu'on change les serrures avant que les muffins ne finissent de refroidir. « Dites-moi que vous l'avez fait, ai-je dit. » Bien sûr. Ces muffins aux myrtilles n'avaient aucune chance. On a ri tous les deux. C'était ce genre de rire que les hommes partagent quand ils réalisent que les peines de cœur et les catastrophes relationnelles sont universelles, comme le mauvais temps et les embouteillages.
Rick s'est mis au travail, et je l'ai regardé faire. Chaque clic et claque de ses outils sonnait comme une petite victoire. La serrure de la porte d'entrée a sauté, et une nouvelle a été installée. La porte arrière a eu le même traitement, la porte du garage, même le portillon du jardin. Chaque vieille serrure qui sortait donnait l'impression de me débarrasser d'une couche de frustration et de contrôle. « Vous voulez que je fasse la porte de côté aussi ?» a demandé Rick. Parfois, elles essaient tous les points d'entrée possibles. Absolument, ai-je dit. C'est le genre à passer par une fenêtre si elle pensait que ça prouverait quelque chose. Rick a reniflé. Je l'ai déjà vu. Mieux vaut prévenir que guérir. À 9h30, tout était terminé. Rick m'a tendu un jeu de 4 clés neuves et brillantes, plus une de rechange. Elles brillaient dans ma main comme de petits morceaux de liberté. Voilà, chef, a-t-il dit, en rangeant ses outils. Vous êtes officiellement en sécurité. Elle ne peut pas entrer, même si elle le voulait. J'ai retourné une des clés dans ma main. Vous savez quoi, Rick? C'est peut-être la chose la plus satisfaisante que j'ai jamais achetée. Il m'a donné une tape amicale sur l'épaule. Un divorce, ça coûte cher, mais la tranquillité d'esprit vaut chaque centime. Croyez-moi. Je lui ai donné un pourboire de $50 en plus. L'homme l'avait mérité. Alors que sa camionnette disparaissait au bout de la rue, j'ai verrouillé la porte d'entrée juste pour entendre le bruit. Ce clic était différent maintenant. Définitif. En sécurité, comme un point à la fin d'une longue phrase. Ensuite, j'ai conduit jusqu'à Home Depot. J'avais besoin de fournitures pour la phase 2 de mon plan. L'endroit était bondé de ces habitués du bricolage du week-end, venus acheter du bois et de la peinture. J'ai pris un chariot et suis allé directement au rayon déménagement. Des cartons renforcés en 3 tailles différentes, du papier bulle, du ruban adhésif d'emballage, un bon marqueur industriel et des étiquettes. Le jeune type à la caisse, 19 ou 20 ans tout au plus, pas d'alliance et, j'imagine, pas encore de drames sentimentaux, a regardé mon chariot et m'a demandé d'un ton enjoué, déménagement? Plutôt déplacement, ai-je répondu. Il a marqué une pause, a capté le ton et m'a fait un signe de tête solennel. Le rayon neuf a plus de cartons si vous en avez besoin, monsieur. Au moment où je suis rentré à la maison avec mes affaires, j'étais en mode organisation intense. Je n'étais ni en colère, ni en quête de vengeance. J'étais méthodique et consciencieux. J'ai commencé dans la chambre, avec le côté de Sarah dans le placard, qui ressemblait à une boutique de luxe. Tout était classé par couleur et parfaitement aligné. Elle avait passé des heures à tout organiser ainsi. J'ai commencé à emballer méthodiquement. Le carton numéro 1 a reçu tous ses chemisiers et robes, chacun plié correctement parce que je ne suis pas un animal. Le carton numéro 2 était pour les chaussures, et laissez-moi vous dire que la femme avait assez de chaussures pour ouvrir une petite boutique. Chaque paire a été soigneusement enveloppée dans du papier de soie. Le carton numéro 3 était pour les sacs à main, qui coûtaient probablement plus cher que mon pick-up tous ensemble. Je les ai emballés avec du papier bulle pour les protéger. Chaque carton avait une étiquette claire en grosses lettres noires. Vêtements de Sarah, manipulés avec soin. Chaussures de Sarah. Accessoires de Sarah. Articles de créateur. J'étais mesquin, oui, mais j'étais organisé dans ma mesquinerie. J'ai parcouru la maison comme si j'étais en mission. La salle de bain a été vidée. Tous ces produits de maquillage et de soins de la peau ont rempli 2 cartons à eux seuls. Son bureau, l'ancienne chambre d'amis, contenait des cahiers, des bougies et ses post-it partout. Tu mérites mieux. Manifeste la paix. Ce genre de truc. L'ironie ne m'échappait pas. J'ai tout emballé. Dans le salon, j'ai trouvé son alliance sur la table basse, là où elle l'avait laissée après une de nos disputes. Je l'ai fixé pendant une seconde. Ce petit cercle d'or qui était censé signifier l'éternité. Puis je l'ai jeté dans un carton et je l'ai étiqueté « Objet divers ». Le soir, j'avais 19 cartons. Tous empilés près de la porte d'entrée. La maison était différente. Plus légère. Plus propre. Comme si j'avais fait un grand nettoyage de printemps, me débarrassant de tout ce qui ne me rendait pas heureux. Je me suis préparé à dîner, un épais steak avec de la purée de pommes de terre et des légumes, et je l'ai mangé au comptoir de la cuisine. Dans un silence total. Personne pour critiquer ma cuisine. Pas de soupir dramatique de l'autre côté de la table. Pas de commentaires sur le fait que la viande rouge est mauvaise pour la santé.
Juste moi, ma nourriture et un silence bienheureux. Mardi matin, j'avais rendez-vous avec l'avocat spécialisé en divorce. Un collègue me l'avait recommandé. Il avait traversé un divorce difficile quelques années auparavant et avait dit que cet avocat lui avait sauvé la vie, ou du moins son compte en banque. Robert Davis avait un bureau au centre-ville, dans un de ces vieux immeubles en briques avec des lettres dorées sur la fenêtre. Fondé en 1985. La salle d'attente sentait le produit d'entretien pour moquettes chères et les vieux livres de droit. La réceptionniste, une femme d'une trentaine d'années avec un sourire forcé, m'a offert du café ou de l'eau. J'ai pris le café. J'étais à cran à ce moment-là. Quelques minutes plus tard, Robert est sorti. Il devait avoir la soixantaine, des cheveux gris impeccables, portant un costume qui coûtait plus cher que mon prêt immobilier. Il avait des yeux perçants. Comme s'il pouvait repérer un mensonge de l'autre bout de la pièce. Nous nous sommes assis dans son bureau. Exactement ce à quoi on s'attendait. Bureau en bois sombre, fauteuil en cuir, mur rempli de livres de droit et de certificats. Il a posé ses mains sur le bureau. « Alors, monsieur Johnson, a-t-il dit. Dites-moi ce qui vous amène aujourd'hui ?» Je lui ai tout raconté. J'ai commencé par le barbecue. Comment Sarah m'avait hurlé dessus devant tout le monde, en disant que notre mariage n'avait aucun sens. En disant que nous n'étions pas vraiment mariés. Je lui ai parlé des années de critique et de contrôle. Comment j'avais tout payé alors qu'elle ne contribuait pas, même si elle travaillait à plein temps. Puis je lui ai montré les textos que Sarah avait envoyés après le barbecue. Défilement après défilement de diatribes en majuscules. Tu m'as humilié devant tout le monde. Ce mariage n'est qu'une expérience sociale ratée. Je veux être libre et je me fous de ce qui arrive. Robert les a lus attentivement, en hochant la tête et en prenant des notes. Quand j'ai terminé, il s'est penché en arrière avec un petit sourire. Monsieur Johnson, a-t-il dit, au cours de mes 25 années de pratique du droit de la famille, j'ai vu beaucoup de cas compliqués. Des divorces sales où ils se battent pour tout. Ce n'est pas le cas ici. Votre femme a pratiquement divorcé elle-même en public, puis l'a mis par écrit. Vous avez des témoins, des textos et des documents financiers. C'est ce qu'on appelle une affaire réglée d'avance. Alors, que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Nous demandons la dissolution du mariage, pour cause d'abandon de domicile conjugal. Compte tenu de vos preuves, vous gardez la maison. Vos économies restent les vôtres. Et vous ne devrez pas verser de pension alimentaire parce qu'elle travaille et qu'elle a publiquement rejeté le mariage. Combien de temps ça prend? Je dépose le dossier demain. Elle recevra l'assignation dans la semaine. L'audience sera probablement dans un mois. Et avec les preuves, je pense que le juge se prononcera rapidement en votre faveur. J'ai tout signé sur le champ. Ma main ne tremblait pas. Robert m'a accompagné jusqu'à la porte. Rentrez chez vous et profitez de votre soirée, monsieur Johnson, m'a-t-il dit. Vous venez de faire le premier pas vers la reconquête de votre vie. En rentrant, j'ai décidé de terminer mon plan. J'avais emballé les affaires de Sarah. Il ne restait plus qu'à les livrer. J'ai passé l'après-midi à transporter les 19 cartons sur la pelouse. J'avais acheté une bâche, alors j'ai tout rangé proprement et j'ai recouvert le tout. Comme une brocante bien organisée. Ensuite, j'ai attrapé une vieille pancarte de vide-grenier, j'ai pris mon marqueur et j'ai écrit en grosses lettres, propriété de Sarah. Enlèvement programmé. Je l'ai planté devant les cartons. Ma voisine Carole, qui a probablement 70 ans et qui vit ici depuis toujours, est sortie immédiatement. Elle avait même un bol de pop-corn. Assise sur son porche, elle a lancé « Eh bien, c'est mieux que mes feuilletons. » Je fais juste un peu de ménage, Carole, ai-je répondu. Je n'ai jamais aimé la façon dont cette femme te parlait, mon chéri, a-t-elle dit. J'ai toujours pensé que tu étais trop bien pour elle. Tu es mieux comme ça. En moins d'une heure, tous les voisins avaient trouvé une excuse pour sortir. Le type d'en face a soudainement eu besoin de vérifier ses arroseurs. Le couple d'à côté est parti se promener et, par hasard, est passé 4 fois devant chez moi. La famille du bout de la rue a sorti son chien pour une très longue pause pipi. Les drames se répandent comme une traînée de poudre dans les banlieues. Je me suis assis sur mon porche avec une bière fraîche, à regarder le spectacle. Les gens essayaient d'être discrets en regardant, mais ils étaient nuls. Je m'en fichais. Qu'ils regardent. Puis, parce que je suis mesquin quand il le faut, et parce que Sarah allait le découvrir de toute façon,
j'ai attrapé mon téléphone et j'ai pris une photo des cartons sur ma pelouse, bien empilés. Je l'ai balancé sur Facebook avec cette légende. Livraison effectuée, assemblage requis. J'ai cliqué sur publier et j'ai posé mon téléphone. Je n'attendais pas grand-chose. Peut-être quelques j'aime de mes amis proches qui savaient qu'on avait des problèmes. Je me trompais. 15 minutes plus tard, j'avais 20 j'aime. 1 heure plus tard, 50 j'aime et une douzaine de commentaires. Mon pote Mike a commenté « T'es une légende, mec ». Sa femme, Kelly, a écrit « Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que tu aies vraiment fait ça ». Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée commentaient « Comportement de roi et respect ». Quelqu'un de notre groupe Facebook de quartier, que je consulte à peine, a republié ma photo avec le titre « Le divorce le plus organisé de l'histoire de la banlieue ». Les commentaires sur cette astérisque publication étaient encore meilleurs. Les gens se disputaient pour savoir si j'étais allé trop loin ou pas assez. Quelqu'un a fait l'éloge de mes compétences en matière d'étiquetage. Une autre personne a dit que son mari pourrait en tirer des leçons sur la façon dont j'avais emballé. Mon téléphone a commencé à exploser. Des amis, des collègues, et même des parents éloignés appelaient pour savoir ce qui se passait. Mon cousin Jake a appelé et a dit « Mec, mamie a vu ta publication. Elle a 83 ans et elle utilise à peine Facebook. Mais elle l'a vu et a dit, je cite, « Ce garçon a enfin eu des couilles. » J'ai tellement ri que j'ai failli faire tomber ma bière. Mercredi après-midi, le bureau de Robert a appelé. Les papiers du divorce avaient été officiellement déposés. Sarah recevrait l'assignation dans les 48 heures. Tout se déroulait exactement comme je le voulais. Jeudi, c'était relax. Je suis allé au travail, je suis rentré chez moi, j'ai fait griller un hamburger et je me suis détendu. Pas de SMS de Sarah, ce qui signifiait qu'elle n'avait probablement pas reçu les papiers. Vendredi soir, vers 7 heures, j'ai entendu des pneus crisser à l'extérieur. J'ai regardé par la fenêtre et il y avait la Honda de Sarah, qui s'est arrêtée si brutalement devant ma maison que j'étais surpris qu'elle n'ait pas percuté ma boîte aux lettres. Elle est sortie de la voiture en arrachant ses lunettes de soleil comme dans un film, et elle a juste fixé les cartons sur ma pelouse. J'ai observé par la fenêtre son visage traverser 5 émotions différentes en 10 secondes. Confusion, incrédulité, reconnaissance, prise de conscience, et puis juste de la rage pure. Son visage est devenu rouge. Ses mains se sont serrées en poing. Puis les cris ont commencé. « C'est quoi ce bordel ?» Je suis sorti calmement sur mon porche, une bière à la main, totalement détendu. « Bonsoir, Sarah. On a une belle météo, tu ne trouves pas ? Pourquoi toutes mes affaires sont dehors ?» Sa voix était si forte qu'elle pouvait probablement réveiller les chiens dans la ville voisine. « Parce que c'est là qu'elles doivent être maintenant. Tu n'habites plus ici. » Elle s'est précipitée sur l'allée vers moi. « Tu as changé les serrures. Tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi tes clés fonctionneraient-elles ? Tu n'habites pas ici, ai-je répété calmement, en prenant une gorgée de ma bière. Ethan, tu ne peux pas être sérieux. Tu n'avais pas le droit de faire tout ça. Avant que je puisse répondre, la voix de Carole s'est fait entendre depuis l'autre côté de la rue. Que Dieu bénisse le cœur curieux de cette femme. Oh, ma chérie, ton ex-mari a dit que tu voulais être célibataire. N'est-ce pas ce que tu as dit au barbecue devant tout le monde ? Le visage de Sarah est passé du rouge au violet. Elle s'est retournée vers moi, crachant pratiquement du feu. Tu m'humilies. Tout le quartier parle de moi. Tu t'es humilié toi-même au barbecue de Mike, devant tout le monde, ai-je dit calmement. Je ne fais qu'être pragmatique et organisé face à la situation que tu a créée. J'appelle la police, a-t-elle menacé, en sortant son téléphone. Vas-y, je t'en prie, ai-je dit, imperturbable. Gilles adorerait leur expliquer comment tu as mis fin publiquement à notre mariage devant 20 témoins, que tu m'as envoyé des textos injurieux à ce sujet et qu'à présent, tu squattes une propriété à laquelle tu n'as plus légalement accès. Sa main s'est figée au-dessus de son téléphone. Elle n'a pas appelé. Puis, elle a changé de tactique. La colère a disparu et sa voix est devenue douce et géniarde. Ethan, voyons. On n'est pas obligé d'en arriver là. On a tous les deux dit des choses qu'on ne pensait pas sur le coup de la colère. Parlons-en comme des adultes. Parle à mon avocat, ai-je répondu. Il s'appelle Robert Davis. Les coordonnées de son cabinet sont sur les papiers du divorce que tu as reçus hier.
Ses yeux se sont écarquillés. Papier du divorce? Tu divorces vraiment? Tu as divorcé astérisque toi-même astérisque, Sarah. Au barbecue de Mike. Tu as déclaré que notre mariage n'avait aucun sens devant tout le monde. Je ne fais que remplir les formalités légales pour que ce soit officiel. Elle a ensuite essayé les larmes. Ses yeux se sont embués et sa lèvre a tremblé. Comment peux-tu être aussi froid? Tu ne ressens rien. J'y ai réfléchi un instant. Astérisque soulagé astérisque. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de pouvoir enfin respirer dans ma propre maison. C'est ce que je ressens. Elle est restée là une minute de plus, essayant différentes choses. La colère, la tristesse, la culpabilité. La supplication. Le marchandage. Rien n'a marché. Finalement, elle a attrapé un carton, l'a jeté dans sa voiture et est partie en trombe, dans une nouvelle démonstration de conduite folle. Le lendemain, sa sœur est arrivée avec un camion UO et quelques amis. Ils ont chargé tous les cartons sans m'adresser la parole. Je les ai regardés depuis mon Porsche, j'ai poliment fait un signe de la main et je suis retourné à mon samedi. 2 semaines se sont écoulées. La vie était bizarre, mais agréable. La maison était calme, mais sans tension. Je cuisinais ce que je voulais, je regardais ce que je voulais, j'existais sans constamment me soucier de l'humeur de quelqu'un d'autre. Le travail était plus facile parce que je n'appréhendais plus de rentrer à la maison. Je dormais mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Puis, Robert a appelé. Audience au tribunal prévue vendredi prochain à 9 h du matin. Mets-toi sur ton 31, viens seul et prépare-toi à une audience rapide. Ça devrait être simple. Ce vendredi, j'ai mis mon plus beau costume bleu marine, celui que je réservais habituellement pour les grandes réunions de travail. J'ai rencontré Robert devant le tribunal. Il était déjà là, mallette à la main, café dans l'autre, l'air confiant. Elle est là, ai-je demandé. Il a fait un signe de tête en direction des marches du tribunal. Sarah était là avec son avocat, un jeune type avec beaucoup trop de gel dans les cheveux. Je l'avais vaguement reconnu grâce à ces publicités télévisées nocturnes qui vous promettent la justice. Sarah portait un tailleur couleur crème et des lunettes de soleil, comme si elle se rendait à une avant-première de film, et non à son audience de divorce. « Je te préviens », a dit Robert à voix basse. Il demande une pension alimentaire. J'ai failli rire. Elle a démoli notre mariage sur les réseaux sociaux et maintenant elle veut une pension? Exactement, a dit Robert, avec un petit sourire. Ça va être marrant. À l'intérieur, nous étions assis à des tables opposées. Sarah ne voulait même pas me regarder. La juge, une femme d'une 50aine d'années, portant des lunettes de lecture et ayant un air sérieux et pragmatique, a ouvert l'audience. « Soyons efficaces, s'il vous plaît », a-t-elle dit, en baissant les yeux sur ses papiers. « Monsieur Johnson, vous demandez le divorce, invoquant l'abandon et le dénigrement public du mariage. » Robert s'est levé. « Oui, votre honneur. Nous avons des témoins d'un incident public où Madame Johnson a déclaré qu'elle ne se considérait pas comme mariée à mon client. Nous avons également des preuves, notamment des publications sur les réseaux sociaux et des textos pour étayer cela. » Il a fait glisser un dossier vers la juge, qui l'a ouvert et a commencé à lire. L'avocat de Sarah s'est éclairci la gorge et s'est levé. « Votre honneur, ma cliente a peut-être utilisé des mots forts lors d'une dispute privée, mais... » Des mots forts lors d'un barbecue public avec 20 témoins, a interrompu Robert avec aisance. « Si je puis me permettre, votre honneur, la pièce à conviction a et la publication Facebook de Madame Johnson datant de 3 jours après l'incident. Je cite, « Le mariage n'est qu'une expérience sociale qui a échoué. » Elle était publique et a obtenu 56 j'aime et 23 émojis qui rient. La juge a levé les yeux brusquement. Elle a publié cela où les gens pouvaient le voir? Oui, madame. Publication Facebook publique, visible par toute sa liste d'amis et au-delà à cause des partages. Quelques personnes dans la salle d'audience ont ri. Même le huissier souriait en coin. L'avocat de Sarah avait l'air décontenancé. Votre honneur, il s'agissait de déclarations émotionnelles faites lorsqu'elle était bouleversée, pas de déclarations légales. Robert a tourné une autre page. Alors, peut-être que la pièce à conviction B éclaircira les choses. Votre honneur, des textos de Madame Johnson à mon client 3 jours après l'incident. Citation clé, c'est fini entre nous, je veux être libre, je me fiche de ce qui se passera ensuite. Et ma préférée, toute cette histoire de mariage était une erreur depuis le début.
La juge remonta ses lunettes sur son nez et fixa Sarah droit dans les yeux. Madame Johnson, c'est bien vous qui avez écrit ces choses? L'avocat de Sarah répondit à sa place. Votre honneur, ma cliente était bouleversée. Je m'adresse à Madame Johnson, reprit la juge d'un ton ferme. Sarah se tortilla. J'étais en colère. Les gens disent des choses quand ils sont en colère, puis les publient sur les réseaux sociaux, demanda la juge, et les envoient par SMS pendant des jours? Elle reporta son attention sur les documents. Maître Jacobs, vous demandez une pension compensatoire pour votre cliente? Monsieur Gel Capillaire s'éclaircit la gorge. Oui, votre honneur. Madame Johnson a mis sa carrière entre parenthèses pour soutenir le mariage. En réalité, votre honneur, dit Robert avec un sourire suave, les relevés d'emploi de Madame Johnson, que nous avons inclus, montrent qu'elle travaille à temps plein depuis 3 ans chez Redline Marketing, et qu'elle gagne environ 65 000 $ par an. Pendant ce temps, mon client a payé l'hypothèque, toutes les factures, les 2 mensualités de voiture, l'assurance habitation, les impôts fonciers et toutes les dépenses du foyer. Nous avons des relevés bancaires pour le prouver, remontant à 5 ans. La juge feuilleta d'autres papiers, puis fixa Sarah avec un regard qui n'augurait rien de bon. Alors, que je sois bien clair. Vous travaillez à plein temps. Vous avez publiquement déclaré que votre mariage n'avait aucun sens, à la fois de vive voix et par écrit sur les réseaux sociaux. Vous avez envoyé un SMS à votre mari pour lui dire que vous vouliez être libre et que le mariage était terminé, et maintenant vous voulez qu'il vous verse de l'argent? L'avocat de Sarah ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. La juge continua. Je siège à ce tribunal depuis 19 ans. Je vois des divorces désastreux tout le temps, des gens qui se battent pour le moindre dollar, qui utilisent leurs enfants, qui essaient de se blesser mutuellement. Mais ça. Elle tapota le dossier. C'est l'un des cas les plus clairs que j'ai jamais vus. Madame Johnson, vous avez mis fin à ce mariage publiquement, par écrit et avec des témoins. Vous ne pouvez pas maintenant dire que vous méritez de l'argent d'un mariage que vous avez dit être terminé et sans signification. Elle se tourna vers moi. Monsieur Johnson, je prononce votre divorce. Vous gardez la maison, les voitures et tous vos comptes. Aucune pension compensatoire. Compte tenu de l'emploi de Madame Johnson et du fait qu'elle a dénigré son mariage, ce divorce est prononcé, avec effet immédiat. Le marteau s'abattit avec force. Sarah haleta. Ce n'est pas juste. Il m'a manipulé. La juge la coupa avec un regard à faire geler l'enfer. Ce qui n'est pas juste, Madame Johnson, c'est de se dire célibataire sur Internet et de s'attendre à ce qu'un juge vous donne de l'argent d'un mariage que vous avez publiquement qualifié de sans intérêt. C'est terminé. Affaire suivante. Sortir du palais de justice avait quelque chose d'irréel. Le soleil semblait plus éclatant. L'air était plus pur. Robert me serra la main fermement. Ça s'est encore mieux passé que ce que j'imaginais. Elle a rendu les choses bien trop faciles. Merci pour tout, dis-je. Allez profiter de votre liberté, Monsieur Johnson. Vous l'avez bien mérité. Envoyez-moi un chèque quand vous aurez le temps. Mais pas de panique. Je sais que vous êtes solvable. Je rentrais chez moi en voiture, les fenêtres baissées, la musique à fond. Je me sentais vivant. En me garant dans l'allée, ma maison me parut différente. Non plus comme une prison, mais comme un endroit où j'avais vraiment envie d'être. Ce soir-là, je fis comme d'habitude. Je m'assis sur le porche avec une bière et regardai le coucher du soleil. Mon téléphone vibra des félicitations d'amis qui avaient déjà entendu parler de l'audience. Mike envoya un texto, « Mec, tu es officiellement une légende dans notre groupe d'amis. Le groupe de discussion s'appelle désormais Team Liberté en ton honneur. » J'ai tellement ri que j'ai failli faire tomber mon téléphone. Je répondis, « La liberté me va à ravir. » Environ une semaine plus tard, Mike appela et me demanda si j'avais envie de manger des burgers chez Applebee's. Une soirée banale en semaine. On s'est retrouvés vers 7 heures, on a pris une cabine, on a commandé, et on était à mi-chemin de nos plats quand Mike a arrêté de mâcher. Ses yeux s'écarquillèrent. « Ne regarde pas maintenant, murmura-t-il. Ce qui, bien sûr, me fit regarder instantanément. Sarah était assise à 2 tables de nous avec des amis. Elle était clairement en train de me dénigrer, gesticulant comme une folle. Ses amis acquiesçaient, mais on voyait bien qu'elle n'était pas vraiment à fond. L'une était scotchée à son téléphone. Une autre n'arrêtait pas de regarder sa montre.
La troisième avait l'air de vouloir être n'importe où sauf là. Mike sourit. Elle continue de jouer la carte de la pitié. Bonne chance avec ça. Je pris une bouchée de mon burger. Son public se réduisait. Sarah jeta un coup d'œil et me vit. Elle se figea, la main en l'air. Nos regards se croisèrent à travers le restaurant. Je levai calmement ma bière dans un petit toast et souris. Juste souris. Son visage devint blanc. Elle se retourna vers ses amis, dit quelque chose d'urgent, attrapa son sac à main et sortit presque en courant. Ses amis se regardèrent tout en mode « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Mike était mort de rire, étouffant son hilarité. C'était le coup parfait. Tu n'as pas dit un mot et elle s'est enfuie. Mon téléphone vibra. Un SMS d'un numéro que je ne connaissais pas. Je l'ouvris. Salut, c'est Emily. On s'est rencontrés au barbecue de Mike. J'espère que ce n'est pas bizarre, mais tu veux qu'on prenne un café un de ces jours? Emily, l'amie de la femme de Mike, la brune qui m'avait adressé un sourire compatissant pendant que Sarah hurlait. Elle semblait sympa, normale, sans prise de tête. Mike me vit sourire à mon téléphone. C'est qui? Emily, dis-je. Elle vient de m'inviter à prendre un café. La mâchoire de Mike s'est décrochée. Celle du barbecue? Ouais. Celle qui a tout vu. Mec, t'es officiellement entré dans la légende. On a rigolé, on a fini de manger et on s'est cassé. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réalisé un truc. Je ne détestais pas Sarah. J'étais même plus en colère. Je ne reconnaissais juste plus la personne qu'elle était devenue. Et je ne reconnaissais absolument pas la personne que j'essayais d'être pour la garder heureuse. Les papiers du divorce sont arrivés dans une enveloppe banale quelques jours plus tard. Sceau officiel du tribunal, tamponné et signé, la fin. Je me suis assis sur mon porche ce soir-là, comme d'habitude, et je les ai parcourus. 12 ans de ma vie réduits à de la paperasse et à la signature d'un juge. Mais je ne me suis pas senti triste. Je me suis senti libre. Carole m'a fait un signe de la main depuis le trottoir d'en face. Comment tu tiens le coup, mon chéri? Mieux que depuis des années, ai-je répondu. Honnêtement. Tant mieux. Tu mérites d'être heureux. Cette fille n'a jamais apprécié ce qu'elle avait. J'ai pris un café avec Emily ce samedi-là. On s'est retrouvés dans un endroit du coin. Rien d'extraordinaire, juste du bon café et des fauteuils confortables. C'était simple et naturel. On a parlé de boulot, de loisirs, de famille. Des trucs normaux. Pas de drame, pas de critique, pas de précautions à prendre. Juste deux personnes qui apprennent à se connaître. On a ri aux mêmes blagues. On aimait les mêmes films. Elle n'a pas touché à son téléphone une seule fois. On a eu quelques rendez-vous depuis, et c'était vraiment agréable. Je ne dis pas que c'est un conte de fées. C'est juste normal, sain et sans histoire, ce qui fait un bien fou après ce que j'ai vécu. Les gens me demandent si je ferais quelque chose différemment, et honnêtement, non. J'ai passé des années à essayer de sauver quelque chose qu'une seule personne ne peut pas sauver. Le mariage se fait à deux. Quand une personne lâche l'affaire, l'autre ne peut rien faire. Sarah voulait partir, mais ne voulait pas être la méchante. Alors elle a poussé et harcelé jusqu'à ce que je craque. Au final, elle a obtenu ce qu'elle voulait. On l'a tous les deux obtenu. La dernière chose s'est produite environ un mois après le divorce. Sarah a commencé à me croiser accidentellement dans des endroits où j'allais tout le temps. La salle de sport à la même heure que mes séances. L'épicerie. Le café près de mon bureau. Ça devenait bizarre, presque du harcèlement. Je suis retourné voir Robert, et on a déposé une demande d'ordonnance restrictive. Le juge l'a accordé tout de suite. Vu le schéma, ça a mis fin à ça. Je ne l'ai plus vu ni entendu depuis. Maintenant, je vis ma vie. Je travaille, je traîne avec des amis, je sors avec Emily, et j'apprécie de rentrer dans une maison qui ressemble à la mienne. Pas de dispute qui m'attend à la porte. Pas de plainte sur le dîner ou sur la façon dont je me suis garé. Juste la paix et le calme. Le week-end dernier, je faisais comme d'habitude, je me détendais sur le porche avec une bière au coucher du soleil, quand ça m'a frappé. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où je m'étais senti aussi satisfait. Pas genre, fou de joie, mais juste, satisfait. Content de ma vie, de là où j'en étais, et de là où j'allais.
J'ai levé ma bière vers l'allée vide. À la liberté, ai-je dit doucement pour moi-même. Carole a dû m'entendre, car elle a crié depuis son porche. Et au nouveau départ, mon chéri. C'est ça aussi, ai-je acquiescé en souriant. On ne se rend pas toujours compte qu'on est en prison tant que quelqu'un ne déverrouille pas enfin la porte. Et parfois, c'est nous qui détenons la clé. Tout le monde ici connaît mon histoire maintenant. Je suis le type qui a tenu bon lors d'un barbecue et qui s'en est sorti vainqueur. Les gens plaisantent en disant que j'ai géré mon divorce mieux qu'ils ne gèrent leur trajet quotidien. Mais voici la vérité, l'honnête vérité. J'ai juste arrêté de supporter les conneries. J'ai arrêté de m'excuser d'être moi. J'ai arrêté d'essayer de régler les problèmes des autres alors que ce n'était pas ma responsabilité. Et quand Sarah a enfin dit ce que nous savions tous les deux, que nous n'étions plus vraiment mariés, je l'ai juste approuvé. Le reste n'était que paperasse et déménagement. Maintenant, je dors toute la nuit sans ces rêves stressants. Je ris au film sans que personne ne me dise que je suis infantile. Je fais des projets sans avoir à demander l'avis de personne. Je cuisine le dîner comme je le veux. J'existe, tout simplement. Pas de représentation, pas de simulation, pas de marche sur des œufs. Je vis, tout simplement. Et il s'avère que c'est suffisant. Plus que suffisant. Alors oui, un barbecue dans le jardin a mis fin à mes 9 ans de mariage. Sarah voulait que ce soit une humiliation. C'est devenu la liberté. Et d'une manière ou d'une autre, je ne peux pas l'expliquer, c'est devenu la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. La vie est bizarre comme ça.